Bonsoir à toutes et à tous, c'est une joie extrême qui m'étaraude le cœur pour vous présenter la toute dernière émission sportive sur les antennes de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision, la toute dernière émission pour cette année 2022 parce que le sport ne s'arrête jamais sur les antennes de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision, la ZTM Télévision. Bien sûr, c'est l'épilogue d'un très long marathon que nous avons eu à parcourir ensemble avec vous, nos fidèles de fidèles, nos aimables téléspectateurs. Vous étiez là, nombreux pour suivre les différentes émissions sportives sur les antennes de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision. Nous vous disons merci infiniment pour la confiance et déjà, je nous souhaite à toutes et à tous meilleurs vœux pour la nouvelle année qui se prend déjà à l'horizon et surtout le meilleur vœu pour les sports au sein de la République démocratique du Congo, que nous souhaitons bien sûr voir des nouvelles stratégies, des nouvelles propositions et pourquoi pas une éclosion totale dans la sphère sportive de la République démocratique du Congo. Pour cette dernière, le dernier numéro de l'émission sportive sur notre antenne, c'est une émission qui a un parfum un peu plus particulier parce que nous n'aurons qu'un seul thème, une seule thématique à éplucher sur nos antennes. Nous allons parler du développement du sport en République démocratique du Congo. Quelle stratégie bien sûr à adopter pour voir ces sports éclore et surtout on va essayer aussi d'avoir un œil sur ceux qui peut-être en frein à son décollage et pourquoi pas aussi avoir des éléments de réponse et surtout la responsabilité qui sont appelés à mener ces sports dans les hauts sommets. Et surtout pour en parler, nous avons un expert, celui dont j'appelle aussi un plénipotentiaire en la matière. Lui, c'est Maître Katako Kito, à qui j'ai dit bonsoir et surtout meilleurs vœux. Merci pareillement, merci meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Voilà, il y a de ceux qui ont toujours l'habitude de vous voir dans différentes émissions politiques. Aujourd'hui, vous aurez une casquette un peu plus particulière parce que on va essayer de nous y mixer dans l'univers sportif pour bien sûr avoir vos éléments de réponse sur ce que vous pensez du sport de la République. La vie n'est pas que la politique. Or, en réalité, la politique, c'est un cadre macro qui définit les axes généraux de la vie de la société. Et les sports y faisant partie, c'est tout à fait normal qu'un opérateur politique ou un penseur politique puisse aussi avoir des orientations dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur du sport. Voilà, avec Maître Katako, d'ailleurs, je dis merci de répondre à notre invitation. Enfin, la joie est partagée. C'est toujours un rêve d'assister à votre émission. Aujourd'hui, j'y participe, je suis très content. Voilà, avec vous, nous allons épiloguer sur cette dernière thématique de l'année 2022 sur le développement du sport de la République démocratique du Congo. Fédérateur, bien sûr, et vecteur d'inclusion dans d'autres nations, le sport en République démocratique du Congo a du mal à retrouver sa lettre des noblesses. Des fois, la question de son développement reste énigmatique. Avec mon invité, bien sûr, on va nous y lancer et surtout avoir des éléments de réponse que ces grands penseurs, ces grands plénipotentiaires, monsieur Okito, nous a réservé sur nos antennes. Et surtout cette première question, monsieur Katako, quel regard portez-vous sur le sport de la République démocratique du Congo? C'est un regard mêlé de beaucoup d'inquiétudes, c'est un regard de beaucoup de regrets. Nous tous, quand nous étions jeunes, nous avons rêvé, nous avons pratiqué le sport, nous avons rêvé d'arriver à un niveau un peu plus élevé de l'art, mais malheureusement, les infrastructures, malheureusement, le cadre général ne nous a pas permis peut-être de donner satisfaction à nos ambitions de jeunesse, et ce n'est pas forcément nous-mêmes, c'est pratiquement toute la jeunesse de mon pays qui est en train de pleurer, qui est en train de mourir avec son talent dans son cœur, faute d'infrastructures. Imaginez-vous un peu dans un des points où il n'y a aucune infrastructure sportive, même pas un petit terrain de basket. Il y a même de ces coins où on ne connaît même pas le basket. Le basket n'est même pas connu. Et voulez-vous un jour rêver que nous puissions avoir une grande équipe de basket alors que les stadiums, le terrain simplement de basket, on ne le retrouve pratiquement que dans des centres-villes. Donc vous comprenez que le regard, c'est un regard de beaucoup d'inquiétude.
un regard plein d'inquiétude et un regard mitigé. Mais déjà aujourd'hui, quand pendant plusieurs années, nous avons pu entendre que le sport allait un tout petit peu mieux vers les années 60, vers les années 70. Mais aujourd'hui, quelle est cette différence aujourd'hui que vous avez ou soit vous êtes en train de vivre entre le sport des 70 et les sports des années presque 2000? Quel a été, que je dirais, ces déclics un peu négatifs que nous constatons aujourd'hui? L'absence de responsabilité. L'absence de responsabilité dans les chefs d'abord de l'opérateur politique, parce que tous les secteurs de la vie de la nation sont redynamisés par l'homme politique, parce que c'est lui qui est censé avoir une certaine vision, c'est lui qui est censé orienter, et, par exemple, puisque nous en parlons, le sport vers un certain idéal. Et l'absence de cet idéal a fait en sorte que le sport puisse tomber dans sa décadence. Mais par contre, vers les années 60 ou 70, nous avons eu... nous avons même été très heureux d'avoir été portés même au chapeau, au sommet du continent, parce que nos athlètes dans les différents domaines étaient des très grands bosseurs, étaient des très grands talentueux, mais simplement on ne s'est pas posé la question d'où venaient ces athlètes-là. Nous avons hérité après la colonisation, donc à partir de 1960, d'un système social, d'un système éducatif qui englobait le sport comme un élément faisant partie du système éducatif. De sorte que déjà vers les années 60, il y a quelques rares infrastructures que nous avons au sein des écoles. On avait des grandes écoles qui avaient par exemple des terrains de football, et là les enfants pouvaient jouer au foot dans des écoles. Mais avec le temps, on n'a pas compris que l'homme blanc, en mettant ces infrastructures, il était en train de préparer le développement du sport de demain. C'est ce qui fait que de 60 à 70 à 80, on a eu l'impression que nous étions en train de produire des meilleurs athlètes, simplement parce que les cadres sportifs et les cadres éducatifs ou éducationnels permettaient à travers ces infrastructures enfin, un engagement des jeunes gens vers le sport. Mais par contre, puisque nous n'avons pas compris que le peu de sportifs que nous avions, c'était la conséquence des structures infrastructurelles liées à l'éducation, nous avons tout négligé ces secteurs-là. Nous avons pratiquement marché contre notre propre système éducatif, parce que, tenez, le système sportif est intimement lié au système éducatif. Là où on trouve une école, on est censé trouver un petit terrain d'une certaine discipline sportive. Mais au jour d'aujourd'hui, ceci ne préoccupe ni les dirigeants, ni nous-mêmes, peut-être la population, nous sommes en train de subir. C'est ce qui fait qu'il y a un peu ce différentiel entre la bonne épopée, la bonne époque d'épopée, où, surtout en matière footballistique, on parlait des léopards. Les léopards, parce qu'il y a des jeunes gens qui n'avaient pas reçu de grandes formations, mais qui s'étaient retrouvés dans nos clubs et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos mêmes équipes-là, on ne trouve pas des jeunes talentueux, des joueurs qui ont étudier. Ce sont des jeunes gens de la rue qui, peut-être sur le plan de la tête, n'ont aucune base, qui se retrouvent avec un petit talent, et demain, sur le terrain, après-demain, il est à Matongé, il est dans les boîtes. En fait, l'éducation sportive n'y est pas, alors ça fait un fiasco extraordinaire. La responsabilité est d'abord d'ordre politique. La responsabilité d'ordre politique, je retiens quelque chose, vous avez parlé de l'homme blanc qui avait le monopole d'organisation durant les années 60 et durant les années 70. C'est-à-dire qu'après le départ de l'homme blanc, c'est là où vient le chaos total du sport de la République démocratique du Congo, parce que après son départ, on sent qu'il n'y a pas eu une politique continuelle du développement du sport du pays. Tout à fait, mais il faut bien recadrer. Nous disons l'homme blanc est parti en 1960 et il a laissé les infrastructures. Et nous avons profité de la production de ces infrastructures pour nous donner vers les années 60, 70 une certaine équipe. Mais nous avions l'impression que c'est le fruit du hasard, alors que cela était intimement lié à quelques infrastructures de base qu'il y avait. Maintenant que nous avons torpillé notre système éducatif, nous n'avons pas compris que l'éducation était liée avec les sports, nous avons massacré les infrastructures éducationnelles, de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, les écoles sont en train de pulluler partout, mais il n'y a aucun terrain de sport. Donc c'est un peu ça le problème, l'absence de la continuité, non, mais plutôt l'absence de compréhension des petites infrastructures qui étaient mises en place. Nous, on avait vu les espaces, on s'est dit, beaucoup de grands espaces comme ça, nous devons construire des maisons, nous devons... Et donc, nous avons envahi tous les terrains, et la politique urbanistique
n'avait pas compris qu'il existe aussi une politique sportive dans une ville, eh bien c'est l'implosion, il n'y a plus de terrains vides et il n'y a plus de cadres pour se récréer. La politique sportive de base instaurée jadis par l'homme blanc, mais on va essayer un tout petit peu d'essayer de ruminer un peu cette politique ancienne. Était-il vraiment maintenu par le gouvernement congolais qui marchait des mèches avec la politique mise en place après les départs de l'homme blanc? Qu'est-ce qui a été installé pour cette continuité, surtout jadis dans le gouvernement partant de Kasavubu, Mobutu, et pour ne pas, avant d'abord d'atterrir sur Joseph Kabila? Non, rien malheureusement n'a été installé. Nous sommes des gens qui pensons que la vie nous vient du hasard. Quand nous avons récolté quelques succès vers les années 60 et 70, au lieu de comprendre que les infrastructures de base qui avaient été mises en place par l'homme blanc nous ont permis d'avoir un système éducatif qui s'accompagnait avec le système sportif, nous avons cru tout du coup à un phénomène du hasard. Parce que vers les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre phénomène à laquelle nous ne sommes pas préparés, qui est arrivé, dont on a parlé de professionnels. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre nous qui évolue déjà au niveau de l'Occident. Donc, des 60 à 70, le foot était consacré sur base de la matière locale. C'est-à-dire les jeunes gens qui jouaient dans tel quartier et qui évoluaient dans telle école, qui sont entrés dans une équipe et qui évoluent dans des équipes connues. Mais à partir de 1980, il y a eu un phénomène nouveau, la professionnalisation du sport au niveau de l'Europe a fait en sorte que notre regard n'a plus tourné vers les installations locales ou vers les structures locales. Tout notre regard était vers l'extérieur. Qui sont les Aïrois de l'époque qui jouent en France, qui jouent à Nantes, qui jouent à Paris, je sais pas moi, c'est encore quel Paris, Football Club Paris, à Strasbourg, qui jouent dans des clubs comme ça. Au lieu de s'occuper de la production locale, issue de nos écoles et de nos équipes de base, nous avons complètement abandonné la production sportive locale pour s'attacher au hasard. Pourquoi je dis au hasard? Quand vous entendez un certain, par exemple, Tchibango qui évolue à Strasbourg, vous ne le connaissez pas. Oui. Vous ne connaissez pas son état d'âme. C'est un enfant peut-être produit en France, né en France, qui a la culture française, qui n'a pas la culture congolaise avec vous. Mais puisqu'il s'appelle Tchibango, alors tous les faisceaux de lumière sont sur lui. Il faut les chercher, il faut faire en sorte qu'il puisse venir dans notre équipe nationale. Donc le regard du sport a été projeté vers l'extérieur pour aller chercher le fruit du hasard au lieu de s'asseoir sur le plan local et de produire ses propres sportifs. C'est un peu ça ce qui a fait chavirer la machine. Vous allez voir dans toutes les racontes, surtout en matière footballistique, depuis les années 80, quand il y a match, on se pose la question, quels sont les professionnels qui vont venir. Et il y a un engouement extraordinaire autour de l'attente de ces professionnels. C'est Kabongongo qui va venir, c'est Motubile Santos qui va venir, et tout le regard de la nation est tourné vers l'extérieur, et nous avons complètement oublié notre propre consommation locale, la production locale, les écoles. C'est comme ça que nous avons détruit toutes les structures infrastructurelles que nous avions en faveur de la professionnalisation des sports. Et pourtant, on n'avait même pas mis en place une politique de professionnalisation. Vous avez parlé bien sûr du point dont je voudrais vous relancer avec la question, la politique. Mais je vais plus en parler en globalité, la politique du développement du sport dont vous avez évoqué comme l'idéal que nous avons oublié autrefois. Les jalons ont été posés par le blanc. Mais ici, on va essayer un peu d'en éplucher encore un peu plus. La politique sportive est-elle vraiment bien administrée au sein de la République du Congo, où départ déjà les différentes lois mises en place, ça souffre d'un problème d'applicabilité où il n'y a pas des jalons bien posés sur cette politique sportive? Le deux. Problème des jalons, primo, et puis problème de l'application. D'abord, le problème des jalons. Pour nous, nous prenons continuellement, comme je le disais, le sport comme un fait du hasard. Les grandes nations footballistiques aujourd'hui ne le sont pas devenues simplement parce que parce que ceci est arrivé. C'est des choses que les gens ont projetées. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une équipe au monde qui a une meilleure pépinière comme l'équipe de France. Mais ce travail n'est pas venu d'aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis les années 84, que la France avait projeté une grande politique en mettant des moyens très importants pour pouvoir créer la structure
enfin plutôt les structures infrastructurelles qui lui ont permis aujourd'hui d'accoucher des pépinières sportives, surtout en matière footballistique, et même dans tous les autres domaines. Ils ont créé tellement, par exemple, l'école de football, qu'au point qu'au jour d'aujourd'hui, la France, c'est la plus grande nation au monde en termes de la mise en place de structures sportives pour les jeunes. C'est-à-dire, on projette les choses vers l'avant. Et c'est de cette manière-là qu'on définit les jalons, qu'on pose les jalons. Oui. On s'est dit, voici l'horizon 2035. Voilà le niveau où nous voulons avoir notre sport. Alors, quel est le critère d'un athlète de demain? Là, je ne parle même pas de l'organisation sportive dans un premier temps, les structures, les fédérations et consorts. Parce que c'est dans cette thématique-là que les gens sont en train de les entretuer. Nous allons faire des grands colloques, nous allons faire des grands séminaires, juste pour parler des structures organisationnelles de sport. Et c'est là où il y a beaucoup d'appétit. Les choses sont plus intéressantes parce que là, il y a beaucoup l'odeur d'argent qui tourne dans ces secteurs-là. Mais on oublie l'essentiel, la projection du portrait robot de l'athlète congolais de demain. Ça doit être la base de toute la politique sportive, dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous disons, le footballeur congolais de 2035, voici ce qu'il doit être. Il doit être un champion. Mais qu'est-ce que nous devons faire en sorte pour qu'il soit un champion? Oui. Voilà les structures que nous devons mettre en place. Mais nous, ces structures-là, nous devons les placer, les mettre où? C'est là le grand débat. Et c'est là où je reviens qu'il n'y a pas d'abord, avant même de mettre en place des infrastructures extraordinaires, telles que les écoles de foot, je les considère extraordinaires, il faut revenir à un système classique, c'est-à-dire les systèmes scolaires. Il faudrait que par des lois, on ne doit plus continuer à faire des aventures comme des gens qui ne savent pas là où ils sont en train de partir. Nous pensons que, prioritairement, il faut qu'il y ait des lois dans le système éducatif qui imposent des infrastructures à l'État, premièrement, mais aussi à tout autre opérateur éducationnel qui s'aventurerait dans ces domaines-là. Vous allez voir quelqu'un qui a une école, mais quand vous regardez même la parcelle, vous dites, mais ici, il y a un problème. Je vous relance afin que vous ne continuez, parce que vous avez parlé d'établissement, mais quand vous regardez aujourd'hui les différentes écoles prises en charge par l'État, ce sont des écoles aujourd'hui un peu déprimées. Donc, fantômes, des écoles fantômes. Imaginez des écoles fantômes, mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces sports puissent retrouver sa lettre des noblesses? Partons bien sûr de cette jeunesse, partons du préambule qui est la base scolaire, pendant que les établissements ne sont pas en bon uniforme. C'est là où la question se pose, qui devient un peu plus mythique. Oui, justement, c'est là le grand problème. Malheureusement, c'est aussi là que nos autorités semblent fermer les yeux. Regardez un peu quand le Léopard joue, ça crée un engouement, même le chef d'État de temps en temps, lui-même, il est sur le terrain. C'est que là, nous sommes en train de consommer les produits finis, des produits que nous n'avons pas produits, la plupart des cas. Oui. Ils viennent de l'Europe, ils viennent des États, ils viennent de partout. Mais pour pouvoir créer ces produits, selon le prototype que nous voulons, nous sommes en train de proposer à ce que les lois de demain puissent contraindre et l'État et les opérateurs sociaux qui œuvrent dans le domaine de la scolarité ou dans le domaine de l'enseignement, que les écoles de demain, aucune école ne peut fonctionner s'il n'a pas au minimum un terrain sportif. Ça peut ne pas être un terrain de football, mais au moins un terrain de basket, un terrain de tennis, parce que nous voulons avoir des athlètes congolais dans tous les domaines. Le fait pour nous de manquer ces cadres infrastructurels, ça ne peut pas nous permettre de décoller. Parce que, imaginons, où est-ce que nous allons trouver les meilleurs athlètes de la natation? S'ils n'ont pas eu au préalable une formation à partir de leur jeunesse. C'est-à-dire à partir de la 5e, enfin, que dis-je, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant est déjà dans l'ambiance avec la piscine. Mais vous allez voir une compétition internationale, un enfant congolais qui vient pour la natation, d'ailleurs, généralement, il n'y en a pas, à moins qu'il n'ait évolué à l'étranger. Des fois, ils prennent des athlètes fantômes qui proviennent de l'Équateur en disant que les Équatoriens sont habitués à la nage. Ben, justement, on a vu des cas comme ça, sans comprendre que la natation, c'est un sport, et donc c'est une science qui a sa méthodologie. Il ne suffit pas d'être un super nageur du côté de l'Équateur qui traverse la rivière ou les fleuves pour pouvoir compétir, parce que là, vous suivez selon les vagues des eaux de chez vous. Mais dans les compétitions internationales, il s'agit bien d'autres choses. Donc, on ne doit plus... Nous devons éviter de nous
s'attarder sur le hasard. C'est ce que j'appelle le hasard. C'est-à-dire que apprendre qu'un enfant quelque part nage bien. Non, nous on a besoin que les fédérations s'organisent pour nous produire des prototypes. Des prototypes comme des robots du sport de demain. Et cela dans tous les secteurs. Alors je reviens pour dire, ceci ne peut d'abord être possible dans un premier temps que lorsque nous réorganisons notre système d'enseignement. Parce que tout part du système d'enseignement. Le premier contact entre l'enfant et le sport, c'est l'école. Oui. C'est l'école. Et à l'école, il doit y avoir des professeurs agréés par l'État, payés par l'État pour développer les talents de ces enfants, des enfants. C'est à travers ces professeurs que nous, qu'ils sauront. Dans ma classe, salle de classe, j'ai 22 élèves, mais je trouve 3 sont très bons dans le domaine des sports, 2 sont plus dans le domaine de basket, 3. Donc il y a des études et à partir de là, il élabore, comment on appelle ça, des projections chaque année. Par rapport à ce qu'il produit, l'école, à la fin d'un cycle, peut savoir que les enfants que nous orientons vers notre degré, c'est-à-dire nous quittons par exemple l'école primaire vers l'école des humanités, ils savent qu'il y a une catégorie parmi nos élèves qui peuvent être très aptes dans tel sport, Oui. Et quand ils évoluent avec les structures de demain, c'est là où interviennent maintenant les écoles de foot. C'est là où doivent intervenir les écoles de foot, où l'État doit mettre le moyen. C'est-à-dire, si tu veux être grand, tu commences à te préparer à partir d'aujourd'hui. Si je veux un jour gagner les Coupes d'Afrique d'habitude, si je veux être au top du monde, par exemple la France a ambitionné d'être au top du monde, et s'est dit dans les 20 années à venir, je vais toujours être dans le demi-final. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre sa propre politique. Maître Kata, que vous avez parlé des jalons, bien sûr, avant que nous puissions revenir sur la responsabilité de la politique sportive qui doit mettre en place et surtout la révisitation des différentes lois qui engagent les sports. Mais il y a un problème aussi, on nous parle aujourd'hui du budget réservé au sport, c'est ce qui enfreint à son développement. Parce que la nation tout entière n'a pas un budget consistant réservé au sport. Comment pouvez-vous penser qu'on peut avoir des infrastructures nécessaires qui répondent aux normes pour faire en sorte que ceux qui pratiquent le sport puissent le pratiquer dans de très bonnes conditions? C'est ça aussi le problème, Maître Katako. Nous avons toujours dit que la volonté de devenir grand, pour une nation, elle émane d'abord de l'homme politique. C'est là où je parle toujours que de penser à prendre des responsabilités. Un homme politique doit avoir la vision et doit chercher à vivre sa propre vision. Aujourd'hui, nous courons plus vers l'utilité parfois que vers l'essentiel. Oui. Nous voulons la gloire du sport, mais nous ne voulons pas préparer le sport qui puisse amener vers la gloire. Si nous sommes sérieux, s'il y a la volonté politique, le budget peut être minime, mais avec la volonté politique éclairée, qui a une vision éclairée, qui sait là où elle est, et là où elle est en train de vouloir partir, là où elle est en train de vouloir projeter les sports de demain, je pense que rien n'est impossible à celui qui veut. Voici l'illustration. Vous voulez tous les jours bien manger à la maison, mais la ration peut-être, enfin, le moyen que vous réservez peut-être pour votre cuisine est toujours très maigre. Alors vous demandez une chose et son contraire. N'attendez pas, abandonnons le ministère des Sports, abandonnons le sport parce que nous ne voulons pas mettre des sérieux dans ce domaine-là. Pourquoi chaque année, c'est toujours le même reproche que l'on formule à l'égard des fédérations et du gouvernement? C'est l'absence du sérieux, l'absence de vision. L'on navigue à vue, pourvu qu'on soit présent dans certains championnats. Non, bon, l'essentiel qu'on participe, hein, bon, voilà, nous, on voulait simplement participer, mais c'est ridicule de dire que l'essentiel, c'est seulement de participer. On participe à quelque chose pour atteindre un résultat connu. Alors, par rapport à votre préoccupation, nous continuerons à courir derrière un cycle vicieux si, pendant tout ce temps, le gouvernement n'exprime pas la bonne volonté nécessaire pour amener au loin notre sport. Nous avons reproché le gouvernement dans beaucoup de choses de ne pas y mettre beaucoup de sérieux. À certains égards, il a commencé à suivre. Mais en ce qui concerne le sport, des choses continuent à tarder parce que lui-même, le gouvernement n'a pas encore bien défini la vision du sport. Quand nous allons mêler le sport avec le foot, mais aussi avec la santé, nous pourrons produire un très bon système éducatif, sportif et médical qui puisse permettre à l'enfant congolais de l'entrée à l'école, d'embrasser un système sportif qui peut lui permettre d'exprimer ses talents. Et demain,
si c'est bien pris en charge par d'autres structures additionnelles telles que les académies de sport, je crois qu'on peut avoir un prototype d'enfant, mais pourvu qu'on y mette du sérieux et qu'on y mette les moyens. Avant que vous ne continuiez, excusez-moi, il y a une idée qui m'est dans l'esprit. Nous avons vu le Kenya, l'Éthiopie, c'est basé sur notamment l'athlétisme, un secteur sportif bien orienté, et c'est ce qui a fait que leur sport puisse être un tout petit peu en vogue. Est-ce que nous ne devons pas aussi nous tourner vers une discipline bien précise pour voir l'éclosion de ces sports, si peut-être dans différentes disciplines nous avons du mal à apporter ces développements? Quand nous fermons l'esprit, peut-être on peut réfléchir de cette manière-là. Quand nous estimons que nous ne sommes pas intelligents pour mettre les conditions propices à l'éclosion du sport congolais, peut-être qu'on peut recourir à des pareilles réflexions. Mais moi, je n'adhère pas du tout à cette façon de voir les choses, parce que le Congo, c'est un continent. Vous savez qu'il y a deux pays qui ont de moyens, mais qui pleurnichent parce qu'ils n'ont pas une jeunesse suffisante à même de s'engager dans le sport. Parce que déjà, quand vous faites des analyses des statistiques ou démographiques de la population, de la population jeune dans un pays, ils savent que sur les 100% de notre population, 2% pourraient s'orienter peut-être vers l'armée, 2% pourraient s'orienter vers les enseignements techniques, 3% pourraient... Donc, il y a des statistiques qui se jouent. Et au niveau du sport, on s'est dit peut-être que 3% pourraient s'orienter vers le sport. Mais les 3% d'une surpopulation congolaise et les 3% d'une petite population comme la Belgique, c'est différent. Ça veut dire que le Congo a de potentialités énormes sur le plan des ressources humaines. Mais il doit simplement travailler sur l'homme. Et définir aussi, si par définir, le secteur clé. Je ne peux pas dire un seul secteur, mais il peut définir des secteurs clés, des secteurs prioritaires, des secteurs majeurs. Où il peut se dire, voici mes secteurs clés, je vais compétir pas au niveau de l'Afrique, mais au niveau du monde. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà ce que je vais devenir. Je vais devenir un citoyen sportif du monde dans tel secteur. C'est-à-dire, chaque fois que l'on parlera du sport mondial dans tel secteur, on ne manquera pas de citer le Congo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on travaille par rapport à cet objectif-là. Quand on ne définit pas des objectifs de manière sérieuse, comme nous sommes en train de le dire, on n'atteindra jamais les résultats que l'on veut. La structure organisationnelle de différentes fédérations, on va l'évoquer parce que vous en avez parlé, mais il y a aussi un problème. L'État qui donne des agréments aux fédérations via le ministère des Sports, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'infrastructures, mais à tout moment, les fédérations naissent comme des champignons. N'est-ce pas que l'État, quelque part aussi, est entre guillemets propre destructeur de ce que doit peut-être attendre les différents analystes et surtout ceux qui aiment le sport, parce que vous n'avez pas assez de moyens, mais les différentes fédérations naissent et ces fédérations ne produisent absolument rien en termes de développement. Déjà que nous n'avons pas encore compris que le sport est un vecteur économique très important. Oui. Est un vecteur économique et que quand vous mettez du sérieux dans un secteur naissant, vous ne le propulsez pas pour rien. Vous le propulsez pour un objectif quelconque. Là où les cœurs sont peut-être choqués, c'est de voir des nouvelles fédérations arriver à naître, mais sans lendemain. Oui. Alors, je me dis, que doivent se dire les gens qui ont milité en faveur de la propulsion de ces fédérations? Ce qui est un problème, parce qu'on ne peut pas accepter d'amener à la vie un enfant pour le voir mourir ou pour le voir ne pas évoluer. Sous prétexte peut-être que ces différentes fédérations ne veulent que grappiller quelques moyens, quelques billets émanant de la trésorerie de la République. Et voilà pourquoi cette trésorerie de la République aussi, entre guillemets, qui est dans ces jeux-là, sort de l'argent pour permettre à ces fédérations dans différentes équipes nationales d'avoir quelques billets. Tout ça, c'est de l'aventure. Oui. C'est de l'aventure, c'est de l'amateurisme, c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté. De la méchanceté, pourquoi? Vous mettez au monde une fédération sans l'avoir suffisamment évalué, sa substance, pour dire combien d'enfants congolais pourraient avoir accès à cette discipline. Il y a ces fédérations qui n'existent qu'à Kinshasa et à peine à Lubumbashi. Mais comment peut-on parler
des fédérations nationales tant que celles-ci n'existent qu'à Kinshasa. Et que dans certains coins de la province, on ne connaît même pas la nature et l'utilité de ces sports-là. Oui. Alors, quand vous mettez en place ce genre de structures qui ne peuvent compétir au niveau national, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des championnats au niveau national par rapport à ces disciplines-là. Alors, vous, l'État, qui mettez ça parce qu'on vous a fait des propositions, souvent c'est parce qu'il y a des petits intérêts qui s'y cachent et les gens courent après ces intérêts-là. Des intérêts immédiats d'ailleurs. Mais à la longue, ils savent que ce sont des fédérations qui ne pourront pas... Alors, c'est là où nous avons besoin de véritables états-majors, enfin, que dis-je, des états généraux, des véritables états généraux de sport. Mais il y a eu états généraux des sports en Mboué-la-Loge et dont il y a eu aussi des résolutions et dont on attend l'application et surtout quelques amendements du gouvernement et puis l'adoption de ces nouvelles lois mises en place par les 120 délégués qui s'étaient réunis du côté de Mboué-la-Loge. Il y a eu les états généraux des sports. Maître Katako. C'est là où je voulais dire, il faut qu'il y ait véritablement des états généraux. Je ne veux pas rentrer dans les profondeurs de ce qui s'est passé à Mboué-la-Loge, mais ce qui est vrai et malheureux, c'est que à la sortie de ces états généraux, on ne nous a pas produit ce que nous considérons comme le portrait robot de l'athlète congolais dans telle discipline, dans telle discipline, dans telle discipline. Mboué-la-Loge, c'est plus cantonné sur le plan formel, dans l'organisation des structures qui animent. C'est qui est une très bonne chose. Mais quelles sont les disciplines sportives qu'ils comptent mettre plus à jour, qu'ils comptent plus mettre en lumière et dont ils auraient défini les portraits robots des athlètes de demain. Pour dire que dans le domaine que nous mettons en lumière, les athlètes qui y seront produits dans 5 ans, dans 10 ans, doivent être les meilleurs athlètes. Parce que quand on regarde toutes ces résolutions, elles semblent s'éloigner de la considération selon laquelle le foot naît de l'éducation, de l'enseignement, du système éducatif. Et vous allez comprendre que ça fait souci, ça fait débat. L'objet aujourd'hui n'est pas de rentrer dans les résolutions que les amis ont... Des états généraux. Dont le gouvernement a pris acte. Vous allez vous rendre compte que quand bien même le gouvernement tenterait de mettre ça en application, il y aura toujours des difficultés. Parce que nous disons, en amont, pour un meilleur système sportif, révisitons à la fois notre système éducationnel. Et mettons en place des véritables jalons, comme nous avons dit ça, qui puissent corroborer l'éducation avec l'enseignement. Ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons faire décoller notre système sportif. Une production locale bafouée par les différentes structures du pays, notamment les différentes fédérations, ça ne produit pas assez d'athlètes. Il y a déportation de plusieurs athlètes qui préfèrent aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas assez de moyens consistants. Mais on va déjà nous lancer pour parler de stratégie à mettre en place. Vous allez parler de le sport de base, notamment dans différentes écoles et bâtiments éducatifs. Mais aujourd'hui, Maître Katako, quelle serait le meilleure stratégie durable surtout pour amener ces sports surtout à son développement, Maître Katako? Je veux peut-être me raccourcir un tout petit peu et proposer une des stratégies, la plus petite stratégie, la mauvaise des stratégies mais la plus pratique, serait aujourd'hui de considérer que par un organisme de suivi des talents de 2 enfants, puisque les infrastructures scolaires aujourd'hui ne nous permettent pas, et que nous voulons malheureusement être présents dans la scène sportive internationale, puisque nous voulons être un peu dans cette contradiction-là. Nous n'avons pas les meilleures infrastructures, nous n'avons pas un système sportif d'éducation, mais nous voulons voir les athlètes. Voilà un peu une voie des raccourcis que je propose. Par un budget spécifique, le meilleur talent que nous avons de nos enfants doivent être envoyés par session, comme on donne des bourses d'études, mais cette fois-ci à charge du gouvernement, pour que nos enfants aillent étudier le sport dans les meilleures académies sportives du monde. Par exemple, on s'est dit, par année et par province, on produit 5 enfants par province chaque année, et on les envoie en France, en Allemagne, en Angleterre, pour aller suivre des formations sportives sous la couverture financière de l'État. C'est déjà
Mais comment ces athlètes ou ces enfants vont être sélectionnés? C'est là que nous disons que, justement, à travers le ministère, il faut qu'ils mettent en place des commissions. En amont, c'est comme ça qu'à l'époque, quand il y avait les systèmes encore des interscolaires, je rentre toujours dans le système, et c'était très facile de détecter les enfants. Au cours d'une année, le professeur peut dégager pour dire que voilà, sur le plan de telle discipline, c'est tel enfant, c'est tel enfant. Mais comme ceci n'existe pas, des moyens doivent être mis en place à travers des commissions, à travers le ministère des Sports pour déceler des talents dans les écoles, dans les quartiers, mais dans les provinces. Et ces structures provinciales pourraient nous donner par province 5 enfants détectés. Mais là-dessus, il faut un problème plus d'objectivité parce que nous risquerons de voir les gens mettre les noms de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs petits-neveux. Mais alors, quand on met du sérieux, on pourra peut-être espérer ne pas voir que cela ne se passe pas comme ça. Ça, c'est une des stratégies mineures. Mais si, à travers cette stratégie, chaque année, le gouvernement envoie 50 enfants. 10 ans après, nous aurons X nombre d'enfants qui auraient reçu des formations adéquates, mais qui seraient en contact permanent avec la nation. Nous aurons projeté au-devant de nous une génération que nous aurons voulu. Mais ça, c'est une solution frauduleuse. La meilleure des façons de faire, c'est que nous devons, au-delà du système de mariage entre le système éducatif et le système qui est le moyen prioritaire, le moyen de base, mais au-delà de ce système, il faut prévoir l'organisation à travers toutes les provinces, ou plutôt à travers chaque territoire national, enfin, comment on appelle ça, oui, au niveau du territoire, au niveau des territoires et des villes, on doit organiser des écoles de formation footballistique. Et ces écoles vont nous donner chaque année une certaine génération de sportifs que nous voulons. Et ça, c'est très important. Alors, c'est question que le gouvernement soit conscient de ce qu'il veut. Ou vous voulez avoir les meilleurs sportifs, il faut dépenser parce que le sport, ce n'est pas du hasard. Les sports, on dépense de l'argent. Oui. Les sports, il faut suffisamment dépenser pour gagner. Vous n'allez pas gagner parce que vous êtes Congo et Eloko Makassi. Vous allez gagner parce que vous êtes Eloko Makassi dans la formation. Alors, si nous acceptons la formation, nous devons aussi accepter d'en dépenser, c'est-à-dire dégager un budget conséquent chaque année pour le sport. Nous pensons que ça pourrait être l'une des stratégies la plus pratique et la plus efficace pour avoir le meilleur. Parce que notre problème à nous, c'est un problème d'athlètes. Mais nous ne voulons pas des athlètes du hasard. Quand on sort d'ici dans les petites rues, nous allons voir des talents extraordinaires. Mais ce sont des talents que nous n'avons pas produits. Quand nous appelons notre équipe nationale demain, enfin, quand il y a un match, les Bakambo arrivent et qu'on sort, mais ce ne sont pas des produits par nous. Nous devons accepter que le Congo produise à lui seul son portrait robot de joueurs qui doivent suivre un cursus défini par l'État lui-même et dont les fédérations ne seront là que pour l'exécution. Vous avez parlé de l'économie du sport. Nous avons plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, mais qui ont du mal à parrainer le sport de la République et qui ont du mal à donner un peu plus du poids, du crédit aux différentes fédérations et autres. Est-ce que l'État ne doit pas aussi mettre un coup de pouce pour faciliter ces différentes structures afin d'apporter leur pierre à l'édifice pour aussi permettre d'alléger aussi l'État qui dépense un peu plus pour ces sports? En retour, ces sports n'apportent presque rien. Oui, j'entends souvent ce débat. C'est un débat très intéressant par rapport au sponsoring de sport, sponsoring, parrainage de sport par des entreprises. Vous savez que les entreprises privées ou les entreprises en général ne viennent pas dans des secteurs là où elles ne gagnent pas. Ce sont des gens qui sont des capitalistes à outrance et c'est logique. Quand là où ils veulent mettre le moyen, c'est là où, en retour, ils doivent gagner. Aujourd'hui, nous avons d'abord un problème de l'image. Combien coûte l'image audiovisuelle congolaise en termes de publicité, de sorte que déjà l'image ou la publicité en elle-même ne pèse pas, parce que nous-mêmes, le Congo lui-même ne pèse pas. De sorte que ce que nous produisons, ça ne peut avoir d'impact peut-être que sur le plan local. Or, sur le plan local, les attentes ou plutôt atteinte, pour atteindre X nombre de gens par rapport à une certaine publicité, ce n'est toujours pas facile.
Vous allez voir, par exemple, dans un match des Simba, quelqu'un qui veut parler, enfin des léopards. Désolé, parce que... Je vous le conseille. Oui. On est toujours dans les noms comme ça, léopards, de tous les féroces du monde qui nous entourent. Bon, alors, quand notre équipe nationale est en train de jouer, quelqu'un dit que non, je vais sponsoriser l'équipe nationale. Et que le match doit se passer parce que là, il fait de la publicité, il veut que sa marque puisse passer. Est-ce que nous sommes sûrs que cette image sera relayée sur l'ensemble du territoire national pour que lui puisse atteindre ses objectifs publicitaires? Ça, c'est encore un autre problème. De sorte que le développement d'un secteur, c'est comme le maillon d'une chaîne qui se tienne. Quand je veux développer le sport, je dois aussi mettre le moyen dans l'audiovisuel congolais pour que la couverture médiatique soit le plus large aussi possible. C'est-à-dire que quand je vise le développement du sport, je dois aussi viser d'autres secteurs qui vont de pair avec. Tant que l'image ou le droit à l'image nationale ne pèse pas encore, il ne faut pas vous attendre à ce que l'investisseur privé vienne. Parce que l'investisseur privé vient pour gagner. Un autre élément aussi, c'est que les investisseurs privés aussi chez nous n'ont pas d'argent. Il n'y en a pas du tout. Quand je vois la Ligue Vodacom, ce que ça représente en fait des comptes, vous dites que nous sommes extrêmement pauvres. Alors, dans des conditions comme ça, quand nous sommes pauvres, l'État a une grande obligation de s'y mixer dans le domaine du sport pour pouvoir créer la classe intermédiaire sportive, c'est-à-dire des opérateurs sportifs qui doivent être préfinancés par l'État dans leurs activités sportives, même dans leurs activités économiques qui se relient avec le sport. Parce que c'est l'État qui est le catalyseur du développement. C'est lui qui veut et qui sait là où il veut amener son sport. Il doit comprendre que tous les ingrédients qui concourent pour le bien du sport, mais qui ne vont pas encore bien, l'État doit essayer de les structurer, de les aider. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons, comme à l'époque encore très traditionnelle, de mécènes. Puis Vieux-Moro Bouye, qui est bien, qui s'entend bien avec telle équipe, alors il donne de l'argent. Il y a même des équipes un peu qui vivent encore de le monde de cette manière-là. La structuration de l'équipe de son président. Il n'y a pas un budget, il n'y a pas. Donc, bref, nos équipes qui compétissent tous les jours dans nos championnats ne sont même pas organisées par rapport à la loi OADA. C'est-à-dire ce sont des petits... ce sont des sociétés. Ne sont pas des sociétés. Et il est difficile qu'avec des structures libérales telles que... Enfin, comme des ASBEL comme ça, que nous puissions avoir un avenir radieux pour notre sport. Il faut contraindre ces structures à se socialiser et à répondre à une certaine organisation, une certaine déontologie des affaires. Maître Katako, 2 questions pour finir cette émission. La première, aujourd'hui, quand vous êtes en train de regarder les sports de la République démocratique du Congo, quel est le plan, l'ingrédient, la meilleure stratégie qu'il pourrait faire avant que nous puissions parler bien sûr d'un développement à long métrage, mais en court métrage, quel serait cet ingrédient qui pourrait nous permettre de clore un peu plus facilement? Ça, c'est la première question. La volonté politique. Okay. Il faut de la volonté politique parce que seul l'acteur politique qui dessine sa société comme il veut. Vous savez que nous, la population, en réalité, nous ne subissons que la vision de nos dirigeants politiques. C'est eux qui savent que dans 5 ans, voilà là où nous voulons conduire notre population. Alors l'acteur politique a l'obligation de projeter et de construire les bases. Et il ne va pas l'épuiser très loin. Il ne pourra l'épuiser qu'à travers des colloques, des émissions comme celle-ci, à travers toutes les propositions. Vous savez, le mal avec nos pays, c'est que la plupart du temps, les amis de médias, parfois, vous faites aussi de la peine par moment, vous vous épaumonnez à produire de la connaissance. Mais parfois, il n'y a pas de laboratoire au niveau des staffs dirigeants. Il n'y a pas de laboratoire à même de capitaliser tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Quand je suis les émissions de sport chez moi, je sens qu'il y a des intervenants, de très grandes fractures qui passent. Je vois l'aura que vous dégagez qui exprime les soucis que vous avez du sport. Mais il n'y a pas de structures qui captent ces messages-là. Parce que toutes les propositions que nous faisons ici, nous disons, les responsables, c'est l'acteur politique, les moyens pour nous en sortir, c'est toujours l'homme politique, et nous donnons même parfois certaines stratégies, mais est-ce que ces stratégies sont suivies? Est-ce que ces intelligences sont capitalisées? C'est peut-être ça les grands problèmes.
Mais sinon, en termes de stratégie, il faut de la volonté politique. Cette dernière question, vous connaissez bien le ministre des Sports, Serge Chebokode. J'espère que vous les connaissez, Maître Katako. C'est notre ministre national. Ouais. C'est presque une année et quelques mois à la tête de ces portefeuilles de l'État. Quand vous regardez son vécu à la tête de ces portefeuilles de l'État, vous dites que c'est un ministre qui mérite d'être reconduit peut-être sur un remaniement. Je ne vois pas souvent les choses par rapport à la reconduction, par rapport à son portefeuille. Non, je ne vois pas souvent les choses de cette manière. Et je me prononce d'ailleurs très rarement par rapport à ce genre de questions souvent en caractère de polémique. Mais ce que je pourrais dire, c'est que quand on le regarde, je ne sais pas si lui-même il est heureux ou si plutôt il est à l'aise avec ce qui est en train d'être fait par lui-même et ce qu'il pourra faire encore, même si on lui donne encore le ministère là pendant 5 ou 10 ans, si c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait ou ce qu'il fera, s'il est d'abord lui-même à l'aise. Mais le problème pour moi aussi, ce n'est pas que lui soit à l'aise, c'est que les Congolais doivent être à l'aise dans ce que lui est en train de faire. Alors le questionnement, dans ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'avais aimé beaucoup quand il a lancé les états généraux des sports, mais quand les états généraux, enfin, les résolutions sont arrivées, je me suis dit qu'il n'a pas encore compris que le Congo mérite grand. Maître Katako Kito, merci de votre participation dans cette émission. Je vous remercie, mon cher ami. Nous finissons en apothéose, bien sûr, cette dernière émission de l'année. C'est fait un plaisir de vous servir tout au long de l'année 2022. Merci surtout pour la confiance que vous n'avez cessé de démontrer à ZTM Télévision. Merci, merci. Et nous ne pouvons que dire merci à ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette année 2022. Merci à Patou Sita qui était à la régie, bien sûr, pour nous assister pour cette dernière émission de l'année 2022. Merci à Yannick Kombo Maneno qui était derrière une caméra. Merci aussi à Dan Sindani qui nous a aussi soutenu à l'élaboration de ces plateaux. Et surtout, je dis merci à la grande équipe sportive de ZTM Télévision. Jérémy Yankole, Dorcas Okunji, Rondingwala, Danilo Itutu. Ensemble, nous vous avons servi pour vous donner la matière. Et merci surtout à Gloire Bossobe qui nous a aidé à avoir Maître Katako Klende, à toi Gloire Bossobe que j'appelle Bossobaldinho. Clin d'œil surtout à ceux qui nous ont suivis, notamment Verdun Kengete depuis Londres, londonien, l'homme de Maël Nakimia qui a été aussi de notre monsieur le photographe, bienvenue Dumbi H2 Pro, qui était aussi de notre tout au long de cette année, surtout clin d'œil à Guylain Kipo qui est aussi un photographe de luxe Euro. Merci au conseiller Papi Tondo de la SV Club et surtout clin d'œil à Ali Diané, la bière de luxe qui était de notre. Si le créateur le permet, on va se retrouver en 2023 avec de nouvelles stratégies, des très bonnes choses. À l'équipe de la production, Baino Ibalinière et Kiala Joël étaient aussi de notre pour nous permettre d'arriver dans vos maisons. On se retrouve très prochainement. Vous et nous, c'est une alliance indissociable. Ciao, ciao.